j'ai 75 ans. J'ai franchi mon premier million à 74 ans. Et si vous m'aviez vu il y a 12 ans, arrêté dans un parking de pharmacie avec 194 dollars sur mon compte et pas assez d'argent pour acheter mes propres médicaments contre la tension, vous n'auriez jamais parié un centime sur moi. On dit qu'après 60 ans, il est temps de ralentir, que la fenêtre pour construire de la richesse est déjà fermée, que le mieux qu'un homme puisse faire à ce stade, c'est gérer ce qu'il lui reste encore. C'est le plus grand mensonge que le système financier m'ait jamais raconté, parce que voici ce que personne ne dit ouvertement. Commencer à 63 ans, le dos au mur, est plus puissant que commencer à 30 ans avec trop de confort pour ressentir l'urgence. L'homme qui a perdu l'illusion que la loyauté était synonyme de sécurité, cet homme ne gaspille plus rien. Chaque décision a du poids, chaque pas a un nom. Je le sais, parce que j'ai été cet homme. Je vais tout vous raconter, chaque erreur, chaque chiffre que j'ai caché et chaque choix qui a changé la fin de cette histoire. Si vous aussi vous avez décidé que votre meilleur chapitre financier commence maintenant, peu importe votre âge, abonnez-vous ici et écrivez-le dans les commentaires. Construisons ce chapitre ensemble. Mon père a conduit 4 heures pour me regarder signer ce contrat. Il n'a pas dit grand-chose. Il ne le faisait jamais. Il a juste posé sa main sur mon épaule quand c'était terminé, une pression ferme, et il a hoché la tête. C'était tout. C'était tout ce qu'il y avait. Pour un homme de sa génération, ce hochement de tête était une ovation debout, et je l'ai reçu ainsi. J'avais 23 ans. Le Bureau des ressources humaines avait un sol en linoléum couleur de vieille moutarde. Il y avait une horloge sur le mur qui tiquait chaque seconde fort et régulier. Je me souviens avoir pensé, c'est le son d'une vie sur les rails. Je n'ai pas lu attentivement la section des avantages sociaux. J'ai juste signé là où on me disait de signer. Et c'était là, juste là, que tout avait commencé. Pas le début de ma carrière, le début de l'erreur. J'ai passé 38 ans comme ingénieur civil pour la ville. Des ponts, des systèmes d'eau, des infrastructures que les gens utilisent chaque jour sans penser à qui les a construites. J'étais bon dans mon travail, vraiment bon. Je me présentais chaque matin. Je n'ai jamais raté une échéance importante. J'ai construit des choses qui tiennent encore debout. Et je me disais que c'était suffisant, que la retraite s'occuperait du reste. Je le croyais comme on croit à la gravité. Je n'ai jamais vérifié, jamais remis en question. C'était un accord. Vous donnez vos années, il vous donne la sécurité. Et j'étais un homme qui honorait les accords. Chaque vendredi, 2 de mes collègues, Harmon et un plus jeune nommé Pete, déjeunaient dans la salle de pause et parlaient de rendement de dividendes, de fonds indiciels, d'intérêts composés. Je mangeais à mon bureau pour éviter la conversation. Non pas parce que je ne comprenais pas, parce que j'avais peur que si je m'asseyais trop longtemps, ils me poseraient quelque chose à laquelle je ne pourrais pas répondre. J'étais ingénieur senior, je n'étais pas censé ne pas savoir certaines choses. Harmon avait un classeur vert qu'il apportait bourré d'imprimés, des graphiques, des chiffres, des colonnes. J'en apercevais parfois un bout et je pensais, ce n'est pas de la discipline, c'est de l'avidité habillée en tableur. Je me le disais avec assez de conviction que ça commençait à ressembler à de la sagesse. Ce que c'était en réalité, je le sais maintenant, c'était la peur portant un manteau très respectable. En 1988, j'ai eu une augmentation significative au mérite, 11%. Linda et moi nous sommes assis à cette même table et nous avons décidé, en une vingtaine de minutes, de finir le sous-sol, de lui acheter une deuxième voiture pour qu'elle n'ait plus à faire du covoiturage et d'améliorer notre plan d'assurance. 20 minutes. Ni l'un ni l'autre n'a prononcé le mot investir, ni l'un ni l'autre n'a prononcé le mot épargner. On regardait plus d'argent et on voyait plus de vie qu'on pouvait se permettre. À chaque augmentation, à chaque fois. Je me souviens d'être debout au bas des nouveaux escaliers du sous-sol le jour où les travaux ont été terminés, respirant cette douceur crayeuse du nouveau ciment mural et ressentant la satisfaction spécifique d'un homme qui pourvoit aux besoins de sa famille, qui améliore la vie de sa famille. Ce sentiment était réel, je ne vais pas me l'enlever, mais il n'a jamais composé. Pas un seul dollar de tout ça n'a jamais composé. J'appelais ma satisfaction humilité. J'appelais mon ignorance patience. Je regardais les hommes qui épargnaient et investissaient et construisaient, et je les regardais tranquillement, en privé, de haut. Je pensais qu'ils étaient anxieux, avides. Je pensais que j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. Je n'avais pas quelque chose qu'ils n'avaient pas. J'étais juste immobile et j'appelais ça de l'immobilité.
Puis un mardi d'octobre, le courrier est arrivé, une pile ordinaire, des factures, une carte d'anniversaire de mon frère et un relevé de retraite que j'attendais depuis des années. Linda l'a ouvert avant que je rentre. Au moment où je me suis assis à cette table, elle avait déjà fait les calculs au dos de l'enveloppe d'anniversaire de mon frère. Son écriture était petite et précise, comme toujours. Elle me l'a fait glisser sans dire un mot. J'ai regardé le chiffre que la retraite projetait. Et ensuite, j'ai regardé ces chiffres en dessous. Hypothèque, charge, l'établissement de soins pour la mère de Linda, les ordonnances, l'épicerie. J'ai regardé cette enveloppe longtemps. La carte d'anniversaire de mon frère était toujours à l'intérieur. Un billet de 20 $ glissé dans le pli. La colonne ne s'équilibrait pas, loin de là. J'avais 62 ans, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je sentais le sol bouger sous mes pieds. Pas s'effondrer, pas encore, juste bouger, comme une structure qui bouge, juste avant qu'on découvre si elle a été construite pour tenir. J'ai posé l'enveloppe, j'ai dit à Linda que le dîner sentait merveilleusement bon. Je suis allé me laver les mains. Je suis resté debout au lavabo longtemps, l'eau qui coulait, regardant mon propre visage dans le miroir. Je ne reconnaissais pas l'homme qui me regardait en retour. J'ai fermé le robinet, je me suis séché les mains, je suis retourné à table et j'ai dîné. C'était le premier mensonge. Pas un mensonge dit, un mensonge agi. Le genre qui demande de la pratique. Le genre qu'un homme maîtrise quand il performe la compétence depuis 38 ans et n'a pas d'autre vitesse. En janvier, j'avais 3 cartes de crédit avec des soldes que je n'avais jamais portés avant. Rien de catastrophique, selon les standards d'autres personnes. Environ 14 000 $. Mais j'avais passé toute ma vie d'adulte sans dette de carte de crédit. Zéro. C'était une partie de qui j'étais. Le responsable, le prudent, l'homme qui construisait des choses pour durer. Je n'ouvrais pas les relevés. Je les pliais sans les ouvrir, les mettais dans une vieille boîte à café dans le tiroir de ma caisse à outils et je couvrais la boîte avec un chiffon. La boîte à café sentait le métal et l'huile de machine. J'aimais presque cette odeur. Elle me donnait l'impression de quelque chose sous contrôle. Ce n'était pas sous contrôle. Mon fils a appelé 2 fois cet hiver pour demander comment se passait la retraite. Je lui ai dit que tout allait bien. J'utilisais le même ton que j'utilisais après avoir terminé un projet majeur, stable, posé, accompli. Il m'a cru, bien sûr. J'utilisais cette voix toute sa vie. Certains soirs, je m'asseyais dans mon camion dans l'allée pendant 10 ou 15 minutes avant d'entrer. Moteur coupé. Juste assis là. Le pare-brise se brouillait lentement de ma respiration dans le froid. Le chien du voisin aboyait une fois. L'éclairage de rue clignotait. J'achetais du temps. Du temps calme et privé pour remettre le masque avant que Linda me voie. Pour cesser de ressembler à ce que j'étais et recommencer à ressembler à ce que j'étais censé être. C'est temporaire, me disais-je. Je vais trouver une solution. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Je me suis accordé beaucoup de ce peu plus de temps. Il y a une sorte de honte spécifique dans l'échec financier pour laquelle je n'étais pas préparé. Pas la honte d'avoir fait quelque chose de mal. J'avais fait des erreurs dans ma carrière. Je savais comment les porter. C'était différent. C'était la honte de n'avoir rien fait. Pendant des décennies. D'avoir été debout au bord et d'avoir appelé ça de la satisfaction pendant que d'autres hommes apprenaient à nager. Ça se loge plus bas que la honte ordinaire. Elle ne s'annonce pas. Elle s'installe. Elle s'est installée dans ma façon d'entrer dans une pièce. Dans ma façon de répondre à des questions simples. Comment se passe la retraite, Raymond? Bien. Tout va bien. Je prends ça tranquillement. Je ne me plains pas. Je ne prenais rien tranquillement. Je me cramponnais désespérément à chaque semaine. Puis vint un jeudi de fin février. J'étais à la pharmacie, les 2 ordonnances, mes médicaments contre la tension et les pilules thyroïdiennes de Linda. La pharmacienne était une jeune femme, peut-être 30 ans, agréable, professionnelle. Elle a scanné les 2 flacons et m'a annoncé le total. 218 $. J'étais allé au distributeur ce matin-là. J'avais 194 $ sur le compte courant. 11 jours avant le versement de la retraite. Je suis resté debout à ce comptoir. Les néons rendaient tout légèrement faux. Il y avait un petit lecteur de cartes sur le comptoir, le genre qui affiche votre solde après une transaction. J'ai regardé 93 $ disparaître de ce chiffre sur l'écran. Je lui ai dit que je reviendrais chercher les miens plus tard dans la semaine. Je suis rentré chez moi. Je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis garé sur le parking d'une épicerie et j'y suis resté 20 minutes parce que je ne voulais pas que Linda voie mon visage avant de l'avoir arrangé, avant de lui avoir donné l'air du visage d'un homme qui gère les choses. J'avais passé ma carrière à calculer des tolérances, la capacité portante,
Combien de contraintes une structure peut absorber avant de céder? J'ai fait ces calculs pour des ponts qui survivront à mes petits-enfants. Debout à ce comptoir, j'ai compris que je n'avais jamais une seule fois appliqué ces calculs à moi-même. J'ai construit des infrastructures d'eau pour 300 000 personnes. Je ne pouvais pas acheter mes propres médicaments contre la tension. C'est la phrase que je ne pouvais pas fuir, ni dans le camion, ni dans l'allée, ni dans aucun des espaces calmes et privés que j'avais accumulés tout l'hiver pour me cacher. C'est la phrase qui m'a finalement arrêté net. 8 mois après ce parking de pharmacie, j'étais debout devant 22 élèves de CE2, journée des métiers, l'école de Marcus. Sa maîtresse m'avait appelé spécifiquement parce qu'il lui avait dit que son grand-père construisait des ponts. Alors me voilà, dans une salle de classe avec des peintures au doigt sur les murs et de petites chaises en plastique, en train de parler d'ingénierie. Et j'étais bon à ça. Je pouvais me sentir redevenir la version de moi-même que je reconnaissais. Celle qui savait des choses. Celle qu'on demandait d'expliquer. Puis une petite fille au premier rang a demandé si je construisais encore des ponts. J'ai dit non. J'étais à la retraite. Et Marcus, mon petit-fils, 9 ans, assis en tailleur sur un carré de tapis, avec rien que de la curiosité honnête sur le visage, a levé les yeux vers moi et a dit « Alors qu'est-ce que tu fais maintenant, papy? La classe a attendu. » J'ai dit quelque chose sur le jardinage. Je ne me souviens plus exactement quoi. Je me souviens du trajet du retour. Ou non, c'est plus juste. Je ne me souviens d'aucun kilomètre de ce trajet. Parce que pendant 38 ans, j'étais Raymond l'ingénieur. J'avais un titre à tenir devant moi comme un bouclier. Sans lui, j'étais juste Raymond. Et je n'avais aucune idée de ce que valait Raymond. Cette question innocente et aimante, a fissuré quelque chose en moi que la lettre de retraite n'avait pas réussi à fissurer, que la pharmacie n'avait pas réussi à fissurer, parce que Marcus ne demandait pas pour l'argent, il demandait pour le sens, et je n'avais pas de réponse pour ça non plus. 2 nuits plus tard, à 11h30 du soir, je suis entré dans le garage. Linda dormait. J'ai pris la boîte à café dans le tiroir de la caisse à outils. J'ai ouvert chaque relevé, chacun de ceux que je n'avais pas touchés depuis des mois. Je les ai disposés sur l'établi sous la lampe d'atelier, du plus ancien au plus récent. La lumière bourdonnait doucement. Je voyais mon souffle. Il y avait une tache d'huile sur le sol en béton près du siphon qui était là depuis 1991. J'avais toujours eu l'intention de la nettoyer. Je ne l'avais jamais fait. J'ai tout additionné sur un bloc-notes jaune, à la main, puis je me suis assis sur mon tabouret d'atelier en métal et j'ai regardé ce que j'avais fabriqué. Pas ce qui m'était arrivé, ce que moi j'avais fabriqué. Cette distinction, il faut que vous compreniez, cette distinction était tout. Parce que tant que ça m'arrivait, j'étais une victime des circonstances. Un homme travailleur trahi par un système défaillant. Mais quand j'ai finalement pleinement accepté que j'avais choisi ça, choisi 10 000 fois, à chaque augmentation que j'avais dépensée, à chaque relevé que je n'avais pas ouvert, à chaque vendredi où je déjeunais seul à mon bureau, ça avait cessé d'être une histoire de malchance. Ça devenait une histoire que je pouvais réellement changer. Je suis resté avec ça pendant environ 1 heure, dans le froid, regardant mon souffle, laissant ça être vrai. Puis je suis rentré. J'ai attendu jusqu'au dimanche matin. Linda avait le dos tourné, en train de faire le café. J'ai apporté le bloc-notes et les relevés du garage dans un dossier. Je les ai posés sur la table de la cuisine. J'ai attendu qu'elle se retourne. Elle a regardé le dossier. Elle m'a regardé. J'ai dit « J'ai besoin que tu vois ça, tout ça, et j'ai besoin que tu m'aides. » 12 mots. Les 12 mots les plus difficiles de mon mariage. Non pas parce que Linda n'était pas un espace sûr. Elle était la personne la plus sûre que j'ai jamais connue. Mais j'avais passé 40 ans à croire qu'un mari qui avait besoin d'aide était un mari qui avait échoué. J'avais confondu le silence avec la force si longtemps que j'avais oublié qu'il y avait une différence. Elle s'est assise. Elle a mis sa main sur la mienne avant même d'ouvrir le dossier. Et quand elle a finalement parlé, elle n'a pas dit comment c'est arrivé. Elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Elle a dit « d'accord, par quoi on commence ?» Elle savait déjà. Elle faisait les mêmes calculs que moi, seule, silencieusement, depuis des mois. Elle attendait que j'arrête de performer et que je commence à demander. C'était le moment. Là même. Pas dramatique, pas d'éclair. Juste un homme de 63 ans qui posait enfin la vraie chose sur la table. Nous avons dressé une liste ce matin-là. Ce que nous devions, ce que nous possédions, ce que nous pouvions réduire,
ce que nous ne pouvions pas. Nous avons appelé un conseiller financier cette semaine-là, pas une grande société, juste un homme local qui facturait un forfait et n'essayait pas de nous vendre quoi que ce soit. Il a regardé nos chiffres et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Vous avez plus avec quoi travailler que vous ne le pensez. Vous n'avez juste pas travaillé avec ça. J'avais des connaissances, j'avais une réputation, j'avais 38 ans d'expertise pour laquelle de jeunes ingénieurs payaient des milliers de dollars à des consultants pour y accéder. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai commencé à me demander « Et si je le facturais ?» Cette pensée était petite, à peine une lueur. Mais je veux que vous compreniez quelque chose sur les petites pensées au bon moment. Elles se composent. 8 mois plus tard, un ancien collègue nommé David m'a appelé au sujet d'un problème d'infrastructure de drainage sur lequel son département était bloqué depuis des semaines. Nous avons parlé 45 minutes. Il a résolu le problème pendant l'appel, en utilisant une méthodologie que j'avais développée en 1994. Il m'a remercié et a raccroché. Je suis resté assis à cette table de cuisine, mon bureau désormais, et j'ai pensé à ce qu'un cabinet de conseil aurait facturé à la ville pour cet appel. J'ai pensé au nombre de fois dans ma carrière où j'avais donné ce type de connaissances gratuitement, dans les couloirs, pendant les déjeuners, dans des réunions où je n'étais même pas le chef de projet. Je le faisais toute ma vie professionnelle et j'appelais ça du mentorat. Ce n'était pas du mentorat. C'était une habitude de me sous-évaluer si ancienne que je ne la voyais plus. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai rédigé un barème tarifaire. J'ai envoyé à David un email, pas une facture, un email, lui disant que je faisais du travail de conseil et que j'aurais facturé 3 200 $ pour cet engagement. Je lui ai demandé s'il souhaitait formaliser ça pour de futurs appels. Il a répondu en 4 minutes. Il a dit oui. Il a dit qu'il espérait que je le demanderais. Mes mains n'étaient pas tout à fait stables quand j'ai appuyé sur envoyer. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue dehors pendant longtemps. Un voisin promenait son chien, un bus scolaire est passé, le monde a continué à son rythme exact. C'était une information importante. Ma 3e année, j'avais 4 clients municipaux réguliers. Je travaillais plus dur que dans ma dernière décennie à la ville, mais c'était différent. Le travail avait du poids, il portait mon nom. J'ai fait appel à 2 anciens collègues qui avaient pris leur retraite dans la même panique silencieuse que moi. Georges, 69 ans, ingénieur en structure. Carole, 67 ans, spécialiste des systèmes hydrauliques. Je les ai appelés chacun directement et j'ai demandé « Ça va ?» financièrement. Tous les deux se sont tus d'une façon qui répondait avant que les mots ne viennent. Carole donnait des cours particuliers à des lycéens pour 11 $ de l'heure. Carole, qui avait conçu un système de recyclage des eaux desservant 90 000 foyers, 11 $ de l'heure. J'ai rédigé sa première facture de conseil moi-même. J'ai vérifié le chiffre 3 fois. Je voulais qu'elle le voie clairement. Je veux que vous compreniez quelque chose sur ce que je construisais. Ce n'était pas fondamentalement une entreprise. C'était une correction tardive, imparfaite, profondément nécessaire, maintenant. Je veux vous parler directement. Si vous regardez ceci et que vous êtes plus âgé que vous ne pensez devoir l'être pour commencer, j'ai besoin que vous entendiez ça attentivement. Commencer tard n'est pas un désavantage. Commencer tard, après une crise, après une perte, après ce genre de honte qui vous fait rester sur un parking parce que vous ne pouvez pas vous payer vos propres médicaments, c'est une éducation à laquelle aucun trentenaire avec un bilan sain n'a accès. Je ne romantise pas les épreuves. Je vous dis ce qu'elles ont construit. Elles ont construit une inflexibilité sur ce qui compte vraiment. Elles ont construit une intolérance totale à l'autodupérie. Elles ont construit la clarté spécifique qui ne vient que d'avoir perdu le luxe de prétendre. Je ne gaspillais plus d'argent sur rien dont je n'avais pas besoin. Je ne fuyais plus les conversations difficiles. Je ne confondais plus jamais la fierté avec la sagesse. Chaque cicatrice de ces années-là est devenue un mur porteur dans tout ce que j'ai construit après. Quand j'avais 74 ans, mon comptable a fait glisser un relevé consolidé sur son bureau et il a attendu que je le lise. 1 043 000 $. Je l'ai plié une fois dans le sens de la longueur, de la même façon que Linda avait plié la lettre de retraite 12 ans plus tôt.
Je suis rentré à la maison. J'ai ouvert mon journal à la page de garde intérieure. La lettre de retraite était toujours là, collée dans le coin. 1847 dollars, entouré en rouge. J'ai regardé les deux chiffres longtemps. Pas avec de la satisfaction, avec du deuil, principalement. Du deuil pour la décennie que j'avais perdue à me cacher. Du deuil pour chaque version de moi-même qui confondait le silence avec la force. Mais aussi, et je le dis sincèrement, avec une paix que je n'aurais pu gagner d'aucune autre façon plus jeune. J'ai donné une copie de ce journal à 11 personnes depuis. Un gendre de 44 ans qui n'avait jamais ouvert de compte de courtage. Un voisin qui évitait une conversation difficile avec sa femme depuis 3 ans. Une femme de mon église qui avait 71 ans et avait décidé qu'elle était trop vieille pour commencer. Je le leur tends et je regarde leur visage. Je reconnais chaque expression que je vois. Voici ce que je leur dis, voici ce que je vous dis. J'ai failli mourir pauvre avec la conscience tranquille, et puis je ne l'ai pas fait. Non pas parce que j'étais exceptionnel, non pas parce que le timing était bon, parce que j'ai finalement arrêté de laisser la fierté prendre mes décisions financières. L'histoire n'était pas terminée, elle n'avait jamais été terminée. J'avais juste arrêté d'écrire. Vous n'avez pas arrêté, vous êtes encore là, moi aussi. Et je suis la preuve que le prochain chapitre est celui qui compte.